Bonjour à vous. Eh bien, on va commencer cette séance en vous remerciant d'être présente. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Alexis Gir, qui est maîtresse de conférence, ce qui n'est pas habituel pour nous, en sciences de la communication et de l'information. C'est le contraire, information et communication. Cette discipline, comme les sciences de l'éducation, est pluridisciplinaire. Donc vous allez voir qu'on peut avoir une approche aussi socio-historique, aussi sociologique, à partir de ce qu'elle va nous montrer, des matériaux très, très intéressants. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, sinon on se retrouve tout à l'heure dans la salle J102 pour les questions et réponses aux questions. Alexis, tu peux en dire certainement beaucoup plus sur ce qui te préoccupe, et je te laisse la parole. Merci Françoise. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord aux organisateurs et organisatrices pour l'invitation. Comme l'a dit Françoise, donc moi je suis maîtresse de conférence à l'université Paris 13, une voisine donc. Et je me suis dit que ce serait bien de commencer deux mots sur en effet mon approche qui est et mon profil peut-être un peu particulier, enfin pas forcément, mais en tout cas qui est entre plusieurs disciplines. Moi je suis formée en histoire de l'art et des représentations. Parce que j'avais un intérêt fort pour le rôle social des images, en lien notamment avec les questions de genre. Et en fait, en thèse, j'en suis venue à m'intéresser aux images médiatiques. J'ai fait une thèse sur le magazine féminin français Marie-Claire. Et pour étudier les médias, les images médiatiques, je suis allée chercher du côté des sciences de l'information et de la communication, pour comprendre les dispositifs médiatiques plus généralement. Mais comme ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le rôle des images et plus généralement des médias dans la construction des normes de genre et des rapports sociaux de sexe plus généralement, j'utilise beaucoup aussi la sociologie du genre. Donc je tire des outils méthodologiques et des cadres théoriques de ces disciplines, principalement la sociologie et les sciences de l'information et de la communication. Mais, comme l'a dit Françoise, mon approche, elle est socio-historique et j'ai l'habitude, dans les terrains que je mène, d'avoir une approche un peu diachronique. Je regarde toujours des temps au moins un peu longs et j'aime bien repérer les évolutions des représentations et des discours médiatiques. Donc, en fait, moi, je travaille plus particulièrement sur les médias et encore plus particulièrement sur les médias dits féminins, adressés aux femmes de différentes natures, la presse féminine, les ouvrages éducatifs, comme ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On va parler d'ouvrages consacrés à la grossesse et à l'accouchement destinés aux femmes, des médias qui vont diffuser un certain nombre de savoirs à chaque fois pour exercer un rôle social genré. Juste pour vous dire en ce moment, alors le travail que je vais vous présenter, il date un petit peu, d'il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, je travaille sur la figure de la ménagère et la construction de la figure de la ménagère entre les deux guerres, puis après la Seconde Guerre mondiale, à travers un fonds d'archives bien particulier qui est celui du Salon des Arts Ménagers, qui est un grand salon qui est né entre les deux guerres et qui s'est développé tout au long du XXe siècle, qui était un endroit où on présentait les nouveautés en termes d'électroménager, d'aménagement de la maison, de décoration. Un salon qui dessinait aussi un rôle social particulier pour les femmes, celui de la ménagère. Bon, au milieu d'un contexte bien particulier, mais voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, avec ma collègue de Paris 13, Claire Blandin, nous avons obtenu un contrat doctoral fléché pour nous aider à travailler sur ce fonds d'archives. Donc si parmi vous ou autour de vous, vous avez des étudiants intéressés pour travailler sur cette question du Salon des Arts Ménagers, sur ce fonds, vous pouvez m'écrire parce que nous avons un contrat doctoral de 3 ans et nous cherchons un étudiant ou une étudiante pour travailler avec nous. Ah, ben je l'agite régulièrement, sinon. Voilà. Bon, voilà. Donc,
aujourd'hui, j'ai préparé une présentation qui s'appelle « Éduquer les femmes, fabriquer des mères. J'attends un enfant » de Laurence Pernoud. Alors, Laurence Pernoud, en 1956, lorsqu'elle publie « J'attends un enfant », dont vous avez ici une couverture, c'est une jeune journaliste. Et ce livre, il est consacré à la grossesse, à l'accouchement. Cet ouvrage, il a un grand succès et en 1965, elle va publier « J'élève mon enfant », qui est une sorte de suite sur les premières années de la vie des enfants. Ces 2 guides pratiques, ils sont édités par Pierre Auret jusqu'en 2015, puis par Albin Michel, et ils constituent encore aujourd'hui des ouvrages de référence en France et dans de nombreux pays pour lesquels ils ont été traduits et adaptés. La particularité de ces 2 ouvrages, « J'attends un enfant » et « J'élève mon enfant », c'est que ce sont des séries. Ils sont mis à jour chaque année. Ici, je vous ai fait une petite sélection donc sur la ligne du dessus de « J'attends un enfant » et en dessous là, j'ai mis que des « J'attends un enfant ». Donc, évolution dans le temps. Vous avez peut-être déjà remarqué sur les rayons des librairies. C'est encore vendu de manière assez importante. Et la particularité, je disais, de cette série, c'est que les ouvrages sont mis à jour chaque année et que c'est Laurence Pernoud en personne qui s'est occupée de ces mises à jour jusqu'à son décès en 2009. Et après, c'est sa plus proche collaboratrice Agnès Grison qui a pris le relais. À côté de ces ouvrages, Laurence Pernoud, elle diffuse des savoirs dans un certain nombre de médias, des savoirs consacrés à la petite enfance. Elle est directrice d'édition chez Stock, dans lequel elle va traduire un certain nombre d'ouvrages consacrés à l'éducation des enfants. Elle rédige un essai sur la maternité et elle assure des chroniques télévisées régulières. Lorsqu'elle publie « J'attends un enfant » en 1956, elle raconte pourquoi elle a fait ce livre, qu'elle a souhaité apporter des réponses aux questions qu'elle s'était posées lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant et au sujet desquelles elle ne trouvait pas d'informations adéquates. Pourtant, si on regarde un petit peu l'offre éditoriale des années 50, on se rend compte qu'il existe un certain nombre de guides de puériculture, déjà depuis un certain nombre d'années. Ils sont produits essentiellement à l'époque, et on y reviendra, par des médecins et différents acteurs de la politique familiale, par des éducatrices dans le cadre de l'enseignement ménager scolaire. Mais elle dit écrire un livre d'un nouveau genre, qui répond à des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Rétrospectivement, lorsqu'elle évoque les motivations qui ont présidé à la conception de son livre, elle indique qu'elle a souhaité combler un manque, je la cite, et le manque qui est laissé par les ouvrages de l'époque, mais aussi parce qu'elle qualifie de faible transmission de savoir entre femmes. Elle dit par exemple que sa mère ne lui a rien dit, que sa grand-mère ne lui a rien dit sur ce que c'était que la grossesse, et elle a été hyper démunie lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte. Donc elle exprime sa volonté de développer les connaissances des femmes pour qu'elles puissent gagner en autonomie et, je cite, reprendre en main leur grossesse face à ce qu'elle qualifie d'emprise des médecins. Je cite, elle dit « c'est mon corps, pas le vôtre ». Donc il y a une volonté d'aller vers plus d'autonomie. Alors, avec cette recherche, mon objectif, c'était de confronter ce discours d'émancipation qu'elle tient 40 ans après la première publication de son livre, donc comme une forme aussi de réinterprétation de son histoire, avec une observation fine de l'ouvrage tel qu'il est publié en 1956, dans un contexte qui est très nataliste et familialiste. Cette enquête, elle repose sur l'idée que les sources médiatiques, elles sont précieuses pour écrire une histoire des femmes, une histoire du genre, qui prend en compte la valeur symbolique des récits médiatiques proposés aux femmes, et a fortiori quand, sur cette période, leur parole, elle ne peut plus forcément être recueillie directement. Alors, l'enquête dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a comporté 3 volets. D'abord, j'ai procédé à une analyse thématique des contenus et des discours de la première version de l'ouvrage, publié en 1956, et sur un travail de comparaison des sommaires et du traitement des rubriques jusqu'en 1980. Un travail qui a été très difficile à faire. Aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle me permettraient peut-être de faire autrement, mais, bien que je ne sache pas les manier, mais en fait, il m'a fallu regarder les ouvrages un à un et essayer de mesurer ce qui avait changé ou pas.
C'est pas simple. Donc j'ai fait ce premier travail-là. Deuxième travail, j'ai mené 2 entretiens. L'un avec son fils, Jérôme Pernoud, le fils de Laurence Pernoud, et l'autre avec sa collaboratrice Agnès Grison, qui a travaillé tout au long de sa carrière à ses côtés. Et puis, j'ai aussi travaillé sur ses apparitions radiophoniques et télévisées à partir des archives de l'INA, allant de la période de 1956 à sa mort. Donc, j'ai recensé et regardé ou écouté toutes ces apparitions médiatiques, pour le dire vite, radio-télé. Alors, aujourd'hui, présentation en 2 temps. D'abord, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ce guide, au moment de sa publication en 1956, qu'est-ce qu'il représente, et on peut aussi se demander pourquoi un tel succès dans le temps. Je vais faire une petite présentation en 2 temps. D'abord, en essayant de montrer que cet ouvrage, c'est un outil d'éducation des femmes qui repose sur 3 grandes dimensions. Le fait de normaliser les grossesses, de valoriser la maternité et de participer à la division socio-sexuée des savoirs. C'est la première partie. Puis deuxième partie, de voir qu'en même temps, c'est un ouvrage qui va donner du pouvoir aux femmes, parce qu'il est centré sur leur expérience, parce qu'il est centré sur le point de vue des femmes, et qu'en cela, la diffusion des savoirs, elle va constituer une forme de pouvoir transmis aux femmes. Bon, alors, d'abord, première partie. Lorsque J'attends un enfant est publié pour la première fois en 1956, je vous le disais, l'histoire des guides pratiques destinés aux femmes est déjà longue. Donc là, je vais vous faire, assez rapidement, mais une petite histoire de ces guides pratiques grand public, d'ouvrages médiatiques, pour montrer que ce livre, il n'arrive pas, il n'est pas absolument novateur, mais qui vient prendre le relais d'un certain nombre d'ouvrages qui existaient alors. Dans le dernier tiers du 19e, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les ouvrages destinés aux femmes, des ouvrages éducatifs destinés aux femmes, ils visent à conformer les mœurs des milieux populaires aux attentes de la bourgeoisie. Ce sont les ouvrages que vous connaissez peut-être, qui ont été étudiés par Luc Boltanski dans Prime Éducation morale de classe, c'est-à-dire des livres qui vont essayer de transmettre des informations sur l'éducation des enfants pour que tout le monde éduque de la même manière, pour le dire vite, et donc selon les règles plutôt bourgeoises. Cette instruction féminine, elle va fournir les connaissances aux mères nécessaires à la construction d'un foyer accueillant, propice à tenir les maris éloignés de l'alcool et d'ailleurs de toute forme de déviance. Cette littérature, elle comporte principalement des règles d'hygiène et qu'on va légitimer avec les arguments scientifiques, avec l'argument de la science, qu'on va opposer aux pratiques et aux savoirs populaires. En gros, on dit oubliez tout ce que vous savez, la science, elle apporte des éléments et c'est à partir de la science qu'on va éduquer les enfants. Cette éducation, elle est portée par des femmes, aristocrates puis bourgeoises, qui souhaitent former leurs futurs domestiques, mais également par des religieux, des médecins, des hommes politiques qui diffusent la moralité et l'hygiène au sein des classes populaires pour en faire des leviers de croissance démographique. C'est l'hygiénisme et le début des politiques familialistes. Au début du XXe siècle, ces politiques-là, elles sont poursuivies, on encourage la natalité, et d'ailleurs, d'un point de vue politique, la protection sociale des mères s'organise. En 1909, c'est la loi Enguerrand qui permet la suspension du travail pendant 8 semaines, pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, et qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail pendant la grossesse. En 1913, c'est la loi Strauss qui valide un congé indemnisé pour les femmes salariées. Donc c'est un moment important où les lois vont commencer à organiser la protection des mères. Et puis la politique familiale française, elle s'installe ensuite définitivement entre les 2 guerres et elle va passer par notamment la médicalisation des grossesses qui va être prise en charge financièrement totalement à partir de 1928. C'est-à-dire que l'État va prendre en charge cette médicalisation.
À ce moment-là, on voit que les différents acteurs de la politique familiale vont investir les médias pour toucher les femmes. On voit leur présence dans de nombreux périodiques, dans des ouvrages, et qui vont être des ouvrages en fait, d'information, de diffusion des connaissances auprès des familles. Par exemple, c'est la naissance d'une revue qui s'appelle la Revue des familles en 1928, ou du Guide de la jeune mère à partir de 1937, que vous voyez ici. Ces guides, ce guide et cette revue sont édités par la Société d'édition sociale française, qui est liée au Comité central des allocations familiales. Donc, on voit que l'édition de ces guides est liée à la politique sociale, qui, à l'époque, la caisse d'allocation familiale, elle ne dépend pas de l'État, mais elle dépend des entreprises. Donc ça, c'est très important parce que les entreprises, elles veulent garder les femmes dans les entreprises, et pour les garder, elles vont développer des politiques familiales. Des politiques familiales de protection sociale et familiale. Et pour ça, elles vont éditer ce genre de guide que vous avez là sous les yeux. Pour cela, recours à des médecins et invitation à faire suivre médicalement les grossesses. Après la Seconde Guerre mondiale, politique encore familialiste, donc je fais des sauts de puce, mais qui s'intensifie, qui va confirmer la protection des mères. C'est par exemple l'expansion des aides octroyées à la famille, à la prise en charge des frais médicaux. Et là, qui est pris en charge par l'assurance maternité. Donc là, c'est la sécurité sociale qui vient prendre le relais. Le suivi médical, il est alors de la grossesse et de l'accouchement, puis des jeunes enfants. Il est mis en place par les gouvernements successifs. Et tous ces outils de prévention, de la déclaration précoce de grossesse, donc ça c'est un document qu'on fait quand on est enceinte de 3 mois, à l'encadrement des conditions de travail, ça permet de limiter les risques pour les mères et les fœtus, mais c'est aussi un moyen de contrôle. Parce que quand on sait qu'une femme elle a déclaré sa grossesse, elle ne peut plus interrompre volontairement sa grossesse. On est dans un contexte où l'IVG est encore interdit, mais où il est largement pratiqué. Et donc, c'est aussi une manière de contrôler les grossesses et leur bon déroulé. L'institution scolaire, à ce moment-là, elle participe à cette politique à travers l'enseignement ménager. Enseignement ménager qui vise à la fois à transmettre des principes de puériculture, mais aussi, je cite, l'amour des enfants. Pendant qu'aux garçons, on va transmettre la démographie, l'importance de la démographie. Donc, on va diviser les savoirs selon... on est une fille, on apprend l'hygiène et on se fait transmettre l'intuition féminine ou l'intuition maternelle, là, comme on dit. Et les garçons, on va leur expliquer leur rôle politique de la paternité. L'information au sujet de tous ces dispositifs sociaux passe, je le disais, par des publications, mais aussi par des médias de toutes sortes. À ce moment-là, c'est le fameux, à partir de 1954, Enfants du premier âge, qui devient le livre bleu. Alors, vous êtes en partie trop jeune, mais je regarde plutôt de ce côté-là. Peut-être si vous avez été parent, il vous a été remis le guide bleu, moi oui. Et ça, c'est un guide bleu qui ne ressemblait pas à ça, mais qui était le guide édité par la Sécurité sociale avec les principes de base de connaissances liées à la petite enfance. À ce moment-là, encore, les médecins s'occupent beaucoup de publier des livres pour informer les femmes. Donc là, vous avez un exemple, grossesse sans trouble, maternité heureuse. Ah, ça marche plus. Ah, donc même quand je... Il fait jamais ça. Un peu c'est bon. Hop. Donc à ce moment-là, on trouve beaucoup d'ouvrages écrits par des médecins, comme ces deux-là. Ah non, ça ne marche toujours pas.
écoute, ça va. Ouais. Ah bah non, ça disparaît, regarde. Non, mais ça, c'est pas normal, non, donc ça vient de là. Ça vient de là. Tu veux qu'on branche? C'est bon. Ah. Oui, il y a peut-être un faux contact, non? Ah oui, quand je fais ça. Oui, non mais c'est un faux contact, ça veut dire qu'il suffit de faire ça. Et donc, des médecins qui vont s'adresser... Bon, après, sinon, tant pis. Mais... Pardon. Ah, c'était bon, je crois. Ouais, c'est bon. Bon, alors, tout ça pour dire qu'en 56, pour revenir, là c'était le contexte de... En 56, Laurence Pernoud, quand elle publie « J'attends un enfant », elle poursuit cette œuvre d'information et elle appelle, elle aussi, les lectrices à prendre leur distance avec les pratiques traditionnelles, les croyances, les préjugés, qu'elle qualifie de « pure fantaisie », pour s'emparer des dernières connaissances scientifiques. Bon, c'est pas grave. Je remettrai quand il y aura les images, parce que, bon, là, après, il va y avoir quelques images. Je le remettrai pour les images. Donc, ce... Ça marche. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Laurence Pernoud, quand elle publie, en 56, elle explique ça, qu'elle veut, elle aussi, transmettre des connaissances qui rompent avec les savoirs profanes, quoi, et qui vont être des connaissances scientifiques qu'elle va transmettre aux femmes. Ce parti pris en faveur de la science, d'ailleurs, il est affiché dès l'ouverture du livre, parce que, avec la mise en avant d'un médecin renommé, qui est Georges Duhamel, qui est un médecin académicien assez médiatique pour l'époque, hein, qui préface pas mal de bouquins, et dans sa préface, Duhamel, il adoube Pernoud, et il, je cite, il salue, je cite, la sagesse qu'elle a eue de consulter les personnes compétentes, c'est-à-dire des médecins, parce que vous allez voir, en fait, elle a recours à un certain nombre de spécialistes, et il la félicite de ne pas s'être substituée aux médecins. Et en effet, donc Pernoud, dès le départ, elle disqualifie ce qui relève du partage entre femmes, ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'on va voir qu'ensuite, elle fait reposer son projet là-dessus, mais au départ, elle dit, par exemple... elle conseille de ne pas se fier aux femmes qui racontent leur accouchement, argumentant qu'il s'agisse toujours de celles pour qui il a été exceptionnellement pénible, et elle insiste sur le goût de dramatiser commun à bien des femmes. Donc on voit qu'il y a une rupture, c'est que, bon, on va aller du côté de la science. Pourtant, quand on regarde dans le livre, les savoirs qu'elle partage, ils sont loin d'être tous scientifiquement fondés, ils reposent sur des croyances, lorsqu'elle indique que, par exemple, chez certaines femmes, la sensibilité à la douleur est plus développée, la femme civilisée, entre parenthèses, la femme de race peut évoluer étant généralement moins sensible à la douleur. Bon, on voit qu'il n'y a pas que des connaissances scientifiques, que... Évidemment, elle a un point de vue marqué par des représentations de classe, de race, et que tout ce qu'elle va diffuser, ça repose aussi sur sa position particulière de femme blanche bourgeoise. Alors, pour autant, dans son livre, les informations relatives au suivi médical sont extrêmement détaillées. On a un vocabulaire
très très précis, des détails très précis, avec des noms de maladies, avec le nom scientifique de tout ce qui relève, de tout ce qui est lié au corps, je perds mes mots, à la grossesse. Par exemple, on va parler de toxémie, on va pas chercher à adopter un langage courant, mais elle va vraiment recourir à un langage spécialisé. Ces préconisations, elles sont présentées d'une certaine manière, elles engagent la responsabilité des mères dans la santé des enfants. Par exemple, Pernoud, elle va dire « Pendant ces 9 mois, il va dépendre uniquement de vous pour le bien et pour le mal, le fœtus. » Donc, on relie un engagement moral très fort et les connaissances scientifiques. À côté de ces connaissances scientifiques, il va y avoir tout un tas de connaissances pratico-pratiques. Je vous l'ai dit, on est dans un contexte où il y a tout un tas d'aides et d'allocations qui se développent. Et dans ce livre, il va y avoir beaucoup de renseignements sur ces aides et sur ces aspects d'accompagnement par l'État. Elle va présenter, dans un chapitre qui s'appelle « Mémento pratique », tout ce qui est lié à la sécurité sociale, aux allocations familiales, toutes les aides. Et elle présente ça comme un moyen de pallier les inquiétudes qu'il pourrait y avoir, des inquiétudes financières liées à l'arrivée d'un enfant. Dans son ouvrage, elle pousse les femmes à faire suivre médicalement leur grossesse, ce qui n'est pas le cas majoritairement en 1956. Et elle les invite à accoucher dans un environnement hospitalier pour, je cite, « gagner la sécurité qu'il est matériellement impossible d'avoir chez soi », mais aussi pour bénéficier du confort matériel dû au fait d'être loin des obligations du ménage. En fait, l'idée, c'est qu'on va à l'hôpital, on est près du corps médical, près de la science, et on est loin de chez soi, donc on est aussi loin de tout le travail domestique qu'on est censé faire en même temps. À l'époque, seule une petite majorité des femmes accouchent en environnement médicalisé. Et d'ailleurs, dans les premières éditions, il y a encore un petit paragraphe qui subsiste sur le matériel nécessaire à l'accouchement à domicile, qui disparaît très vite en fait. Donc on voit vraiment en lisant l'ouvrage, on a l'impression qu'il n'existe que des accouchements médicalisés. Or, en 1956, ils sont nettement minoritaires. Donc, on voit que le parti pris, c'est celui de la médicalisation. Cette médicalisation, on voit bien que comme il invite à la médicalisation, ce livre, c'est un médiateur, un soutien de la politique nataliste des gouvernements successifs qu'on a décrits tout à l'heure. Il va dans le sens des campagnes de santé publique, mais il va aussi dans le sens d'une demande des femmes qui voient dans la médicalisation une forme de progrès. Parce que médicaliser la grossesse, c'est aussi être plus en sécurité pour soi-même et pour le fœtus. Donc aujourd'hui, si on fait un bond dans le temps, aujourd'hui, cette médicalisation, elle est discutée, notamment dans la sphère féministe, cette médicalisation presque au jour le jour. Mais à ce moment-là, elle apparaît pour les femmes comme une manière de se libérer d'un certain nombre de dangers qui étaient liés à l'accouchement à domicile. Alors, ça, c'est la première chose, c'est que l'ouvrage, il accompagne la normalisation des grossesses. Cet ouvrage, il est aussi fondé sur une valorisation de la maternité. Dans l'ouvrage, Pernoud, tout l'ouvrage repose sur l'idée que la maternité, c'est un vecteur de joie et de fierté. Et que la maternité, c'est le cœur de la féminité, je cite, la plus belle émotion de votre vie. Donc, c'est vraiment en même temps, c'est pas juste de la science, c'est aussi un récit, qui est celui de la maternité comme accomplissement des femmes. Il faut bien voir qu'à l'époque, le livre, il est acheté par des femmes enceintes qui ont choisi de l'être, mais aussi, a fortiori à cette époque, par des femmes qui le sont sans l'avoir choisi. En ouverture du livre, par exemple, elle évoque la possibilité, lors du premier rendez-vous, alors elle s'adresse à la lectrice avec le « vous », comme dans un dialogue, et elle dit « Si le médecin confirme une grossesse, ça ne peut être que joyeux. Ça ne peut être que on l'a décidé, on est joyeux. » Et elle dit
que rien ne peut justifier un refus de grossesse, ni la situation familiale, ni la situation économique, ni même le fait que la grossesse n'ait pas été désirée. Elle indique que si la lectrice elle ressent de la déception ou de la crainte, elle doit se ressaisir. Je cite « Mais si par hasard le oui de votre médecin a confirmé non pas votre espoir mais votre crainte, si vous êtes déçue au lieu d'être joyeuse, il faut vite que vous vous repreniez. Que craignez-vous? Que cet enfant soit trop lourd pour votre budget? Bien sûr, vous vivrez moins confortablement à 3 qu'à 2, mais vous verrez plus loin que tous les avantages, vous verrez plus loin dans le livre que tous les avantages dont vous pouvez bénéficier avant et après la naissance de votre enfant vous aideront beaucoup à faire face aux dépenses nouvelles qui vous attendent. Donc là, on voit aussi qu'il y a un accompagnement en cas de panique, quoi. Vous êtes enceinte, vous l'avez pas décidé, vous en faites pas. La société se charge de vous accompagner, quoi, et pour aller vite. Et elle donne les clés. Donc, être enceinte, dans tout le livre, c'est toujours envisagé comme une chance, notamment au regard des femmes qui ne peuvent pas ou plus l'être. Et là, il est implicitement dit que, ou même plutôt explicitement, notamment celles qui, je cite, ont décidé de ne pas laisser venir au monde un enfant qu'elles jugeaient inopportun. Et donc, elle parle aussi de des femmes qui ont abandonné leur nouveau-né, etc. Et elle dit, vous ne pouvez être que joyeuse par rapport à toute cette douleur-là que les femmes peuvent vivre. Donc, il y a vraiment l'idée que cette maternité, elle ne peut être que heureuse et joyeuse. Globalement, elle joue sur les aspects sentimentaux liés à l'éducation des enfants. Elle dit par exemple « Cessez de peser le pour et le contre, comme s'il s'agissait d'un marché, de comparer les choses qui sont incomparables, comment mettre en balance le sourire d'un enfant et les soucis qu'il donne, le prix de sa layette et la joie de créer un foyer. » Le livre, il occulte complètement les débats qui ont lieu exactement au même moment en France sur le contrôle des naissances. 56, c'est l'année, peut-être que vous le savez, de la création d'une association qui s'appelle la Maternité Heureuse, qui devient en 61 le mouvement pour le planning familial, et qui est, pour le dire un peu rapidement et vite, une association qui importe une idée qui était plus développée aux États-Unis, qui est le birth control, le contrôle des naissances, ou l'idée de planification familiale, c'est-à-dire l'idée de planifier sa famille, planifier les grossesses, donc de décider un enfant quand je veux, quand on veut. Et donc, c'est cette idée de, pour planifier des grossesses et la famille, il faut accéder à une forme de connaissances qui vous permettent de contrôler ces naissances ou de contraception, puis dans le temps, l'accès à l'avortement. Mais en 56, le combat de la maternité heureuse, c'est pas celui de l'avortement, c'est celui d'une contraception, mais plutôt d'une contraception faite maison, quoi, c'est-à-dire transmission des méthodes d'observation de la fertilité, etc. Mais ça, on n'en parle pas du tout dans ce livre. Pas du tout d'écho de ces débats qui sont pourtant assez forts dans l'espace public. D'ailleurs, la position de Pernoud sur l'avortement, elle est très claire. Il y a un paragraphe qui s'intitule « Les avortements ». Alors à cette époque, avortement, aujourd'hui l'avortement c'est l'interruption volontaire de grossesse pour le dire vite. À l'époque, les avortements, c'est aussi bien des avortements spontanés, des fausses couches, qu'on appelle aujourd'hui des fausses couches, que les IVG volontaires. Et elle dit... qu'est-ce qu'elle dit sur ça? Et elle dit qu'en fait, c'est contraire à la loi et à la morale. Point à la ligne. On n'en parle même pas. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand la loi passe au début des années 70, le paragraphe disparaît sans qu'on en fasse état. Donc, le paragraphe... Ah, la petite souris. N'ayez pas peur. Elle est petite. Donc... Pernoud, elle valorise la grossesse comme une source d'épanouissement pour les femmes, vraiment de manière à chaque ligne. Alors, la normalisation des pratiques dans le domaine de la maternité, dans le livre de Pernoud, elle repose également sur une répartition des rôles au sein du couple, fondée sur une division entre travail productif et reproductif. Elle dit, voilà, le rôle des futures mères, je cite, c'est de se centrer sur les problèmes physiques de la naissance et les pères de résoudre les problèmes matériels, logement, finances, avenir, etc. Donc dans le livre,
Même si, et ça c'est assez nouveau quand on compare avec les autres ouvrages qui existaient jusqu'alors, l'ouvrage de Pernoud, il repose sur l'idée selon laquelle l'attente d'un enfant, c'est une affaire de couple. Chacun doit quand même agir sur son domaine d'action. Il y a un chapitre qui s'appelle le chapitre du futur père, qui détaille le rôle et les responsabilités du père. Et la première responsabilité, c'est d'entretenir un compagnonnage relativement bienveillant avec sa compagne, avec son épouse. Par exemple, elle dit « Il n'est pas nécessaire de conseiller à votre épouse de se reposer la moitié de la journée, de l'empêcher de faire un petit voyage, de lui ôter la cigarette de la bouche. » Donc, compagnonnage. Elle propose même au mari de préparer la maison pour accueillir leur épouse après la naissance, avec des petites attentions, des fleurs, ou, je cite, une aide, une infirmière, une garde, qui pendant les 15 premiers jours pourrait s'occuper du bébé. Bon, là on voit aussi que question de classe sociale, il faut quand même avoir quelques moyens on s'adresse à un public bien particulier. Elle indique d'ailleurs que si l'épouse demande de l'aide, il s'agit, je cite, d'y répondre sans maugréer. Cela ne veut pas dire que vous serez transformé en aide au mère pour le restant de vos jours. Donc on voit que, ok, le couple doit être solidaire dans l'épreuve que constitue l'arrivée d'un enfant, mais que quand même le père n'a pas vocation à partager ni les tâches ménagères ni les soins à donner aux enfants, et que le rôle maternel, bien que valorisé à chacune des pages de ce livre, il n'est pas a priori enviable pour un père. Il y a un sous-chapitre qui s'appelle « Ce que vous devez savoir du nouveau-né », destiné au père, qui va donner vraiment quelques rudiments de puériculture. Mais toutes les autres rubriques destinées au père, elles sont consacrées au choix du prénom et aux grands principes éducatifs. Donc 2 domaines qui sont plutôt en lien avec la sphère publique et qui semblent exclusivement appartenir au père. Le père, il choisit le prénom et les méthodes éducatives, et son épouse, elle, s'occupe plutôt de la santé de l'enfant. Donc on voit qu'il y a une répartition très claire des rôles. Globalement, il est rappelé, on est en 56, que les futurs pères sont, bien que dans un compagnonnage bienveillant, en position de contraindre leurs épouses. Par exemple, elle dit que les époux doivent obliger les femmes à se soumettre au protocole médical qui est prévu et à faire preuve d'autorité dans le cas contraire. Par exemple, je cite, elle indique « Veillez à ce que votre femme consulte le médecin régulièrement. Si elle ne le fait pas, téléphonez-lui vous-même et prenez rendez-vous pour elle. » Ou plus tard, « Il faut enfin que vous veilliez à ce que votre femme se repose bien après l'accouchement. Usez de votre autorité pour qu'elle le fasse. » Donc là, on voit quand même qu'on est dans un contexte où l'autorité est encore détenue par l'époux sur l'enfant, mais aussi sur sa compagne, son épouse. Donc, la première partie des éléments que je voulais vous montrer, c'était que ce livre, il repose et il participe à élaborer la différence sexuelle, il participe à maintenir une sorte d'équivalence entre féminité et maternité, et que ça repose sur une division des savoirs dans lequel les savoirs destinés aux hommes et aux femmes sur un même sujet vont être différents, et ce qui va dessiner des rapports sociaux de sexe bien particuliers. Alors pour autant, si l'ouvrage, il diffuse une information qui soutient les politiques natalistes, la normalisation des grossesses, le livre de Pernoud, il projette également de donner davantage de pouvoir aux femmes. Parce que dans cet espace contraint qu'on vient de décrire, avoir des connaissances, c'est aussi un moyen de résister et de s'autonomiser, ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, J'attends un enfant, c'est un ouvrage, contrairement à tous ceux qui le précèdent, qui se place plus clairement du côté des femmes et de leurs expériences individuelles que les ouvrages avec lesquels ils coexistent. Alors, vous voyez, ce que je vous dis, ça va vous paraître en partie contradictoire avec ce que je viens de dire, parce qu'en fait, c'est une tension permanente dans le livre entre de la contrainte et de l'autonomie, quoi. Et ça, c'est
qui me semblait être assez nouveau dans ce type d'ouvrage. Le titre « J'attends un enfant », il est à la première personne du singulier. Il représente la couverture, elle représente une femme, le visage d'une femme seule, qui met au centre de la grossesse donc une femme et non pas un couple. C'est pas non plus une famille, c'est une femme toute seule. Il n'y a pas d'enfant sur cette première édition. D'ailleurs, un peu plus tard, au cours d'une émission télé, elle raconte, Pernou, que régulièrement, on lui a suggéré de transposer le titre de son ouvrage à la première personne du pluriel, « Nous attendons un enfant », et qu'elle a toujours refusé. D'une part parce qu'elle défendait l'idée que la grossesse se passait dans le corps des femmes, que c'était une histoire de corps de femmes, qu'elle refuse de les en déposséder, mais aussi parce qu'à l'époque, elle voulait que les femmes seules, les mères célibataires, elles se reconnaissent dans le livre, qui étaient nombreuses en 1956. Donc, il y a une vraie focalisation sur ce qui se passe dans les corps des femmes au moment de la grossesse et de l'accouchement, et non sur les soins à donner aux enfants. Ça, j'ai fait des petites comparaisons des ouvrages et j'ai compté le nombre de pages assez basiquement. Qu'est-ce qui, dans cet ouvrage et dans ceux qui préexistent ou qui coexistent, sont consacrés plutôt à la grossesse, plutôt à l'accouchement, plutôt à l'éducation des enfants. Mais en fait, dans ce livre, il y a une grande partie du livre qui est vraiment consacrée à l'expérience de la grossesse, tandis que dans les autres, la majorité des pages sont consacrées aux enfants. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de basculement, on se consacre un peu davantage à cette expérience-là. Alors, centré sur les femmes, l'ouvrage il est aussi fondé sur la mise en scène d'une communauté des mères. L'autrice, d'ailleurs, elle est présentée en 4e de couverture, non pas comme une journaliste, mais comme une mère qui partage ses expériences avec ses homologues. D'ailleurs, c'est mis en scène, 4e de couverture, j'aurais pu vous l'apporter, c'est une image d'elle avec ses enfants. C'est une photographie d'elle avec ses enfants. Le sous-titre, c'est « Le guide et l'ami de la future maman ». Donc, on a vraiment mise en scène de ça. Quand elle intervient médiatiquement, elle explique et elle justifie toujours son entreprise d'écriture comme une réponse à un manque de circulation d'informations entre les femmes. Elle dit que quand elle était enceinte, personne ne lui a parlé de grossesse, ni sa mère, ni son entourage féminin. Et que vraiment, l'idée, c'est de se transmettre des informations. Alors là, il y a aussi un paradoxe, c'est que dès les premières éditions de son livre, elle a recours à des spécialistes, des obstétriciens, des sages-femmes, des psychologues, des diététiciens, des pédiatres, etc. Ça, je le sais parce qu'il y a des sources qui l'indiquent, mais pourtant, dans les premières éditions, leurs noms n'apparaissent jamais, comme si c'était elle qui délivrait les connaissances. Alors que plus tard, là, pour le coup, il y a présence au sommaire ou à la fin d'un guide des spécialistes qui sont intervenus sur l'ouvrage. Et on voit qu'au début, c'est pas ça qu'elle met en avant, c'est l'idée que même s'il y a des spécialistes, c'est elle qui transmet les connaissances. Le circuit de promotion de l'ouvrage, il nous informe aussi beaucoup sur la volonté de valoriser la transmission d'informations entre femmes. Donc ça, c'est... Là, vous avez... Alors, je suis désolée, c'est reproduit, c'est la photographie d'un microfilm. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais c'est dans un numéro de Marie-Claire, du magazine français Marie-Claire de 1956. Cette double page, elle est consacrée à la sortie de l'ouvrage. Et dans cette double page, on trouve un résumé, un bon de commande et un article signé de Laurence Pernou. Et puis, qui va promouvoir donc, le magazine féminin Marie-Claire. Il est lu essentiellement par des femmes, c'est un magazine féminin. Et on voit bien que le circuit de promotion, c'est ça. C'est l'environnement médiatique destiné aux femmes. Et d'ailleurs, si vous faites attention, je reviens à la couverture du premier numéro, en haut à gauche, on voit qu'il est indiqué Marie-Claire dans la typographie qui est celle du titre de Marie-Claire à l'époque et qui montre que cet ouvrage, c'est comme s'il était tamponné, validé par le magazine Marie-Claire qui, à l'époque, est une référence. C'est le premier magazine féminin français à cette époque-là. Qui est aujourd'hui, on croit que ça n'existe plus, la presse féminine, mais à l'époque, c'est vraiment plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
Alors, elle bénéficie, par l'intermédiaire de son mari, Georges Pernoud. Georges Pernoud, c'est un journaliste. À l'époque, il est rédacteur en chef du magazine Match, donc qui est un magazine extrêmement vendu aussi, qui appartient lui aussi au groupe Prouveau, donc le même propriétaire que Marie-Claire. Elle va bénéficier en fait de tout un circuit de diffusion médiatique pour faire la publicité de son ouvrage, qui va de fait peut-être pas que, mais faire que qui va avoir un succès très rapide. Mais surtout, ça renforce l'idée d'une communauté féminine. Puisque quand on va dans Marie-Claire, on place l'ouvrage plutôt du côté des médias féminins et non pas des ouvrages médicaux. Élément suivant, on l'a dit, si Pernoud, elle invite ses lectrices à faire suivre médicalement ses grossesses et donc à se soumettre à l'ordre médical, elle leur fournit également des outils pour s'observer, pour se comprendre, pour comprendre ce qui se passe dans leur corps et répondre par elle-même à un certain nombre d'interrogations. Par exemple, il y a de nombreuses pages, donc là je vous en ai donné quelques exemples, mais qui sont consacrées au fonctionnement de l'anatomie féminine, de la physiologie. On va décrire par exemple tout le cycle menstruel, les différentes méthodes pour cerner l'ovulation. A priori, on est dans un ouvrage où on est déjà enceinte quand on l'achète. Mais pourtant, elle revient sur un certain nombre d'informations relatives au fonctionnement anatomique, notamment du cycle, de l'ovulation, avec description des méthodes ogino et knos, qui sont des méthodes en fait contraceptives. Qui sont des méthodes qui ont double emploi. Soit on les utilise pour tomber enceinte plus facilement, soit on les utilise pour ne pas tomber enceinte. Mais c'est des méthodes d'observation de la fécondité. Donc là, on va avoir beaucoup de détails. Elle a recours à un vocabulaire, je vous l'ai dit, scientifique précis, et aussi à de très nombreuses images qui font référence, en termes de culture visuelle, à l'imagerie scientifique. À l'époque, il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans le livre, mais elles sont des illustrations essentiellement scientifiques. Dans l'histoire du titre, après, ça va être renversé. On va avoir beaucoup d'images de mères, d'enfants, de familles. Mais à cette époque-là, les images, elles sont principalement des images de type, on va dire, scientifique. Pour autant, les légendes de ces images, elles vont participer à romancer la science. On va parler, par exemple ici, c'est le film de l'accouchement. Ici, on va dire les barrières que l'enfant devra franchir. Donc on voit que cohabite tout un registre très de vocabulaire scientifique avec un registre qui est plus un registre narratif du divertissement, de l'histoire qu'on raconte. On parle par exemple le placenta, on dit placenta, mais on dit aussi c'est le logis maternel. Donc il y a une tension en permanence entre ce qui relève de l'information scientifique et du divertissement ou de l'univers médiatique. On retrouve vraiment des modes narratifs qu'on retrouve beaucoup dans la presse féminine. Alors cette volonté d'informer les femmes pour leur donner un peu plus d'autonomie, elle est particulièrement visible dans un domaine, c'est celui de la gestion de la douleur. Dans la première version, la question de la gestion de la douleur, elle occupe une trentaine de pages dans lesquelles Pernoud décrit plusieurs techniques. Si on regarde les ouvrages d'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de pages consacrées à la gestion de la douleur pendant l'accouchement. Péridurale, point à la ligne. Là, il va y avoir plusieurs types d'approches. Elle va dire, OK, il y a l'anesthésie. On n'est pas dans la péridurale, ça n'existe pas à ce moment-là. Mais il y a des anesthésies qui permettent d'éviter la douleur. Elle dit, bon, ouais, mais c'est encore mal maîtrisé, c'est pas très pratique. Et donc, elle va décrire deux autres, principalement, mais plusieurs autres, dont deux autres méthodes. C'est la méthode psychoprophylactique, qui est plus communément appelée à cette époque-là l'accouchement sans douleur,
qui est à l'époque, qui arrive dans le début des années 50 à Paris, par l'intermédiaire du docteur Fernand Lamaze, qui est pratiqué à la maternité des Bluets, et qui est une méthode qui vient du RSS, qui est une méthode qui est très diffusée par l'intermédiaire du Parti communiste français. Et toute cette méthode-là, elle va être décrite en détail. Mais ce n'est pas la seule. Elle va décrire aussi la technique de l'accouchement sans crainte du docteur anglais Reed. Et elle va, comme ça, expliquer que les femmes, elles ont le choix entre plusieurs techniques de diminution de la douleur. Et elle conclut ce chapitre-là, qui est assez développé, pour dire « Et si les opinions des médecins diffèrent sur leurs valeurs et les résultats qu'on peut obtenir, ce que nous retiendrons surtout, nous, les femmes, c'est qu'ils sont au moins tous d'accord sur un point, on peut sensiblement l'atténuer, la douleur. » Donc, on voit qu'il y a le souci aussi de donner une pluralité de points de vue sur cette question et de donner, au fond, le choix aux femmes de choisir telle ou telle méthode. Donc, sur un certain nombre de points, pas tous, mais sur un certain nombre de points, Pernoud, elle propose aux femmes de s'autonomiser, de s'approprier leur grossesse par l'intermédiaire d'une meilleure connaissance de leur corps, des principes qu'ils régissent, dans un contexte où le corps médical, progressivement, il s'approprie ces connaissances-là. Alors, pour conclure sur tout ce que je vous ai dit, mais on pourra revenir par les questions sur des éléments de l'analyse. Le projet de Pernoud, il repose, elle le dit, sur une volonté de transmettre des savoirs. Ces savoirs, ils sont à la fois mis au service d'un contrôle des grossesses, de l'encadrement des corps féminins, dans une logique nataliste. Donc, en cela, il s'inscrit dans la continuité des ouvrages d'instruction féminine qui transmettent des savoirs qui permettent d'accomplir des activités divisées selon le sexe et des rôles socio-normatifs. Mais pourtant, dans un même temps, l'acquisition des savoirs favorise également de l'autonomie des femmes à l'intérieur de cet espace contraint. Un espace contraint qui est contraint par l'État, par le monde médical, au sein duquel elles vont agir et faire des choix. La diffusion de ces savoirs et l'entretien d'une culture féminine pour gagner en pouvoir, c'est un mécanisme qu'on retrouve et que je retrouve dans plusieurs, dans plusieurs mouvements féministes. À l'époque, au sein de la maternité heureuse, qui développe vraiment la diffusion de l'information auprès des femmes pour le contrôle de la fertilité, et bien plus tard, dans les mouvements, par exemple, écoféministes, qui vont investir, ou même écoféministes, oui, plus largement, qui investissent, par exemple, l'autogynécologie comme moyen de connaissance de leur corps par les femmes. Alors, si l'entreprise de Pernoud, elle ne peut pas être qualifiée de féministe, d'ailleurs, elle-même, elle considère que quand on lui dit « est-ce que vous êtes féministe ?», elle dit en fait, ce mouvement, il n'est pas adapté à la célébration de la maternité que je fais dans mes ouvrages, mais c'est une entreprise qui peut quand même être appréhendée comme un moyen pour les femmes de négocier en terrain normatif. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur J'attends un enfant. Et si vous avez des questions, on peut continuer le débat.